toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'avais envie de profiter du Black History Month pour vous présenter quelques auteurs et autrices noirs ou afro-descendants d'expression anglaise ou française et de parler un petit peu de quels auteurs j'ai découvert en 2020. Donc il y a beaucoup d'interrogations par rapport au concept même de Black History Month, puisque c'est vrai que c'est un concept qui provient des États-Unis, qui est apparu déjà au début du XXe siècle, qui a été inventé par Carter J. Woodson, un des premiers grands historiographes noirs américains, pour justement réfléchir à la représentation des minorités noires dans l'histoire américaine et comment on les invisibilisait bien souvent. Et c'est à cette époque que l'on a décidé vraiment de mettre en place un mois de février entier dédié à l'histoire des Noirs américains. Le concept a ensuite été repris dans les années 70 pour être instauré dans différentes écoles publiques à travers les États-Unis. Et c'est vrai qu'il est arrivé en France, ou disons dans la bulle francophone européenne, que très récemment, dans ces dernières années. Et comme à chaque fois que quelque chose vient des États-Unis, il y a beaucoup d'interrogations, il y a beaucoup de réticences. Est-ce que c'est une preuve de l'hégémonie américaine? Est-ce que finalement on suit beaucoup trop les tendances américaines, qu'elles soient académiques ou sociales ou culturelles? Cette question elle revient plusieurs fois, que ce soit cet été après les manifestations de Black Lives Matter qui ont pris place à travers différentes villes européennes. Elle revient également dans un contexte académique, on peut le voir en ce moment même dans la critique du gouvernement français aux universités qui auraient des cours de type Minority Studies ou Subaltern Studies, qui sont des cours qui réfléchissent directement au racisme, au traitement des minorités en France. Donc j'imagine bien que c'est un sujet très épineux et je prends la position pas neutre, j'ai envie de dire, mais disons-le que pour moi, à partir du moment où on peut regarder certains sujets de société en face, yeux dans les yeux, et se confronter réellement à ces questions, il faut sauter sur l'occasion, même si c'est des discours qui ne rendent pas forcément confortables, même si c'est des conversations que l'on trouve parfois difficiles. Et je pense que qu'on l'adopte ou non, sur internet il n'y a pas de frontières, et il y a beaucoup de gens qui sont anglophones, qui du coup reprennent inconsciemment ou non des choses qu'elles voient sur l'internet anglophone, sur l'internet américain. Et c'est le cas du Black History Month qui du coup va forcément apparaître dans le booktube américain et qui va petit à petit se transmettre au booktube français. Pour moi ce n'est pas forcément une mauvaise chose, au contraire, sur cette chaîne j'aime bien parler de diversité en littérature, que ce soit la diversité culturelle, lire des auteurs en traduction, des auteurs de langue étrangère, que ce soit de la diversité au sein d'un pays, que ce soit de la diversité de la francophonie. C'est vraiment des sujets qui m'intéressent. Alors je réalise que j'ai déjà pas mal blablaté un petit peu sur ces questions, donc je vais directement vous présenter les auteurs et les œuvres que j'ai sélectionnées pour aujourd'hui. La première œuvre est une œuvre vraiment lue toute récemment en lecture commune, en plus avec Margarito de la chaîne YouTube et de la chaîne Instagram éponyme. D'ailleurs je vous invite fortement à suivre son compte sur les deux plateformes, elle vient de commencer à faire des vidéos qui sont de grande qualité. Mais ensemble on a lu Nicole Boyce de Colson Whitehead. C'est une œuvre dont j'aimerais parler également dans une vidéo bilan, où je l'approcherai plutôt d'un point de vue un petit peu plus critique. Mais ce qui est ressorti en lisant ce livre, c'est que je pense qu'il est extrêmement accessible pour des adolescents ou des personnes qui n'ont pas forcément le temps ou l'envie de lire des gros pavés, de lire des livres un peu plus difficiles d'accès. C'est un livre qui a obtenu le prix Pulitzer en 2019 et qui va suivre le personnage d'Elwood dans le sud ségrégationniste des États-Unis des années 60. Ce jeune Elwood va être victime d'une erreur judiciaire qui est liée à son statut d'homme noir bien évidemment. Il va être envoyé dans une maison de redressement qui s'appelle la Nicole Academy, qui en apparence est une institution tout à fait moderne qui cherche à réhabiliter les jeunes délinquants, mais en réalité couvre énormément de cas de maltraitance, voire de meurtre carrément. Et c'est dans cette école qu'il va rencontrer Turner, un jeune délinquant qui lui a vraiment commis pour le coup des actes de délinquance, également noir, et qui a une vision bien plus négative des États-Unis qu'Elwood. Elwood il va continuer jusqu'au bout d'avoir des espoirs pour l'avenir de son pays. Historiquement on est au début des droits civiques, donc
Elwood commence à entendre des discours de Martin Luther King, etc. En faveur de la déségrégation. Un livre plutôt dur à lire qui parle du traitement des délinquants, du traitement des jeunes délinquants qui au fait souffrent la double peine d'être dans le système carcéral tout en étant noir, qui est un sujet bien évidemment d'actualité. Donc il y a de nombreuses scènes quand même assez violentes, un peu difficiles, mais moi ce qui m'a vraiment intéressée dans ce livre, c'est la construction du personnage d'Elwood, qui est en contraste du personnage de Carter. C'est-à-dire qu'Elwood va vraiment montrer le côté optimiste de tous les débats qu'on a aux États-Unis, mais pas seulement, justement sur les droits civiques, sur l'intégration des minorités, l'idée qu'on peut aller vers l'égalité, qu'on peut aller vers un monde meilleur. Et Turner, il va vraiment avoir un côté plus pessimiste, plus cynique, et je pense là qu'on voit vraiment un petit peu la façon dont on peut décrypter l'actualité aujourd'hui, c'est-à-dire soit on va regarder les possibilités d'avenir, voir comment les choses peuvent être un petit peu meilleures, quitte au risque de tomber dans de l'optimisme ou même de la naïveté, soit on va se replier dans un système de défense qui se base pas mal sur le cynisme, et comment ces deux visions finalement existe un petit peu à l'intérieur de chacun d'entre nous. Sans trop vous spoiler, il y a beaucoup de choses sur l'identité à l'intérieur de ce roman. Donc encore une fois, si je garde mes critiques pour une vidéo un petit peu plus dédiée à ce sujet, si vous avez un adolescent ou une adolescente, ou si vous êtes un adolescent ou une adolescente qui s'intéresse à la thématique du racisme, à la thématique de la ségrégation aux États-Unis dans les années 60 et de façon plus générale à comment aborder le changement sociétal entre optimisme et cynisme, je vous recommande vraiment ce livre. Je pense que c'est une lecture tout de même abordable, difficile mais honnête à de nombreux moments, et qui se termine, il faut le reconnaître, de façon très intéressante. Ensuite, on repart dans les classiques de la littérature américaine avec Invisible Man de Ralph Ellison, qui est traduit, sauf erreur, en français par Homme invisible, pour qui chantes-tu, sorti en 1952, qui a eu énormément d'influence sur la littérature américaine de façon plus large. Si vous aimez Faulkner, lisez vraiment ce livre, déjà que le sujet vous intéresse ou non, puisque c'est une œuvre qui me fait énormément penser à la plume de cet auteur qui est un auteur américain que j'adore. On va suivre un narrateur qui reste anonyme pendant tout le livre, et c'est vraiment un roman de chute. Le narrateur est un homme noir qui vit dans le sud des États-Unis d'une façon extrêmement précaire et qui va recevoir une bourse pour aller étudier à l'université. Donc pour petit rappel, début des années 50, bien évidemment que dans le sud des États-Unis, les universités sont séparées entre noirs et blancs, la ségrégation est toujours bien évidemment à son apogée. Et donc il va recevoir une bourse pour aller étudier dans ce qu'on appelle un All Black College, ou aujourd'hui Historically Black College and University. C'est un pan de la société américaine qui existe toujours de sa propre façon. Il va obtenir une bourse pour aller étudier là-bas, et il va faire son entrée dans la société et comprendre à travers les rapports entre noirs et blancs le processus d'invisibilisation va l'affecter lui-même. C'est-à-dire que lui, en tant qu'homme noir, ne va jamais pouvoir exister en tant qu'individu. Il va toujours être marqué par sa distinction d'homme noir, ce qui fait qu'il est discriminé, qu'il est mis à banc même par les noirs eux-mêmes au fait, qu'il n'arrive pas à se hisser d'une façon et d'une autre dans la société. Donc c'est véritablement un roman de chute où tout va de mal en pis pour le narrateur, qui quitte le sud des États-Unis plus tard pour aller à New York. Donc on voit aussi les différences entre nord et sud au niveau du traitement du racisme. Mais ce qui est intéressant, comme le titre l'indique, c'est qu'il va y avoir une réelle réflexion sur comment est-ce que le racisme détruit les individus et comment la catégorisation même de la race aux États-Unis à l'époque va empêcher des individus de vivre tout simplement. Elle va être une entrave aux rêves les plus simples du narrateur qui a juste finalement envie de dignité et d'un petit peu d'éducation, mais qui ne va pas réussir à sortir de son rôle, justement parce qu'il n'arrive pas très bien non plus à comprendre les réelles dynamiques entre noirs et blancs
blanc. Il fait preuve de beaucoup de naïveté envers les deux catégories sociales. Cela montre également la paranoïa dans laquelle se met le narrateur et les autres noirs, puisque un des thèmes centraux du roman ça va être le marxisme, le développement du marxisme au début des années 50 aux États-Unis, comment le marxisme va être utilisé par les blancs, par les noirs, est-ce que le racisme va être absent du marxisme, ça c'est une autre question très intéressante du livre. Donc ça va vraiment nous permettre de découvrir toute une partie de l'histoire américaine de l'après-guerre immédiate, disons-le, puisque c'est à la fin des années 40, au début des années 50. De comment l'identité noire s'est également construite en réponse aux discriminations, puisqu'on arrive à cette phase charnière des États-Unis pré-droit civique où les soldats américains, notamment les soldats afro-américains, se sont battus pendant la Seconde Guerre mondiale pour retourner dans un pays où on les discrimine tout d'un coup, où la ségrégation est d'autant plus forte, comment les États-Unis commencent à changer, comment il commence à y avoir énormément de conversations dans le milieu ouvrier et dans le milieu universitaire sur le marxisme, mais également sur l'identité noire, sur quel est le futur des Noirs des États-Unis finalement, est-ce qu'ils vont réussir à s'intégrer dans le pays, est-ce qu'ils doivent se créer une propre identité à part complètement du pays. Donc c'est un livre vraiment à remettre dans son contexte historique parce que Ralph Ellison parle de thématiques qui étaient absolument mise sous silence à l'époque. Ça reste un roman très marquant à lire et un classique de la littérature américaine au sens large du terme. Autre classique de la littérature américaine, il s'agit de Leurs yeux dardaient sur Dieu de Zora Neale Hurston, en anglais And Their Eyes Were Watching God, qui a été traduit en français de façon plutôt hasardeuse je trouve, sous le titre D'une femme noire. Il a été réédité récemment par les éditions Zulma. Je vous le recommande tout d'abord dans la version des éditions Zulma puisque la traduction, la nouvelle traduction en français est vraiment excellente, on reviendra un petit peu dessus. Mais Zora Neale Hurston, tout d'abord femme remarquable qui est née en 1891 en Alabama et qui en tant que femme noire a quand même réussi à devenir écrivaine et anthropologue. Donc qui est passée par toutes sortes d'universités, justement c'est au début de ces fameuses universités réservées aux Noirs qui avaient dû être créées à cause des lois ségrégationnistes et qui est devenue une des pionnières de la Harlem Renaissance, un mouvement littéraire des années 20 et 30 composé d'auteurs afro-américains qui se posaient toutes sortes de questions sur l'évolution des minorités noires américaines dans un contexte de ségrégation très fort. Et de comment finalement se construire leurs propres espaces à travers la création d'universités, à travers la création d'espaces littéraires, sur comment se faire éditer. Donc une femme extrêmement intéressante que je vous invite tout d'abord à découvrir. Les yeux dardaient sur Dieu est considéré véritablement comme son chef-d'œuvre. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette œuvre, c'est que si bien évidemment les œuvres qui se concentrent sur le racisme, sur l'esclavage, sur la ségrégation sont importantes, je pense qu'on doit vraiment regarder au côté multidimensionnel de l'identité afro-américaine aux États-Unis lorsqu'on étudie cette littérature en particulier, et donc pas seulement se tourner vers des représentations de souffrance, de torture, de déshumanisation, mais regarder des choses un petit peu plus nuancées, voire optimistes j'ai envie de dire, mais qui tout simplement montrent également des personnes noires, des hommes et des femmes noires qui vivent des moments de bonheur, vivent des moments de joie, vivent des relations très fortes, qui vivent des vies ordinaires, pas forcément définies uniquement par le prisme du racisme. Et Leurs yeux dardaient sur Dieu est de ce fait non seulement une œuvre pionnière de la littérature afro-américaine, mais c'est également une œuvre centrale de la littérature féminine. Il raconte l'histoire de Jenny Crawford, une femme noire au début du XXe siècle en Floride, qui a été élevée par sa grand-mère qui, elle, a vécu la majeure partie de sa vie en étant esclave jusqu'à l'abolition après la guerre civile des États-Unis. Et Jenny est une femme qui a un désir d'indépendance extrêmement fort. Alors qu'elle vit dans une société très misogyne et très raciste. On est vraiment en plein cœur encore une fois de la ségrégation du sud des États-Unis, et Jenny est bien évidemment mariée très rapidement, se fait voir à l'âge de 16 ans, avec un homme beaucoup plus âgé qu'elle. Alors ce roman va suivre les 3 mariages de cette Jenny, qui va passer par des hauts et des bas littéralement, sans jamais laisser tomber ses aspirations, sans jamais se laisser marcher dessus par ses maris ou par les autorités. Elle va tout d'abord avoir un mariage
mariage avec un homme beaucoup plus âgé qu'elle, qui est lui-même assez pauvre. Ensuite elle va avoir un mariage avec un second homme extrêmement riche qui dirige une ville exclusivement composée d'Afro-Américains, mais qui va être complètement autocrate et vouloir la contrôler et la manipuler. Et finalement c'est à travers son troisième mariage qu'elle va réussir à trouver le bonheur, qu'elle va réussir à trouver un homme qui la respecte en tant que femme, et qu'elle va réussir à construire sa propre indépendance. Et ce que je trouve très intéressant dans ce livre, c'est que outre les thématiques d'indépendance, de combat contre le racisme, de trouver son propre espace dans une société tellement compliquée et basée sur la discrimination, on va vraiment avoir une femme qui rayonne dans les années un petit peu plus tardives de sa vie, puisque Jenny a 40 ans lorsqu'elle réussit vraiment à s'épanouir dans une relation, et ça fait du bien de voir des femmes qui réussissent hors de leur vingtaine, des femmes qui existent même en littérature au-delà de l'âge de 25 ans, des femmes qui ne sont pas tout de suite décrépies lorsqu'elles atteignent l'âge de 30 ans. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cet aspect du roman. En plus la Floride de cette époque est extrêmement bien recréée, elle est bien recréée d'un point de vue tout d'abord social bien évidemment, avec tout cet aspect de la ségrégation, mais on va vraiment voir également la manière dont les Afro-Américains vivent dans cet état à cette époque historique précise, et c'est pour ça que je pense que les éditions Zulma ont fait un travail excellent. C'est que Zora Neale Hurston en tant qu'anthropologue a vraiment voulu maintenir le patois, ce qu'en anglais américain on appelle AV, donc African American Vernacular English, donc la façon dont les Afro-Américains ont créé leur propre dialecte, leur propre variante de l'anglais. Zora Neale Hurston a voulu vraiment créer cette fonction linguistique au sein de son propre livre, ce qui fait, c'est vrai que les personnages peuvent parler d'une manière extrêmement atypique, mais dans la version française ça a vraiment réussi, la traductrice a vraiment réussi à maintenir ça d'une façon très réaliste, d'une façon très proche de la version originale anglaise, et j'ai trouvé vraiment ça agréable parce qu'il y a également tout ce côté hommage aux différentes versions d'une langue qui peuvent exister tout simplement, puisque est-ce que la littérature doit forcément hégémoniser complètement une langue et ne pas représenter certaines formes plus orales de l'anglais ou du français? Ça c'est toute une question très vaste, mais pour le coup Zora Neale Hurston a fait ce choix qui a été respecté par les éditions Zulma et qui permet vraiment de souligner l'identité des groupes sociaux auxquels appartient Jenny. Autre chose extrêmement intéressante qui peut paraître un petit peu superflue, mais c'est la recréation de la Floride en tant qu'espace géographique. Je pense que quand on aborde la littérature américaine en tant qu'européen, quelque chose qui est forcément très différent, c'est l'utilisation des espaces. Les États-Unis sont beaucoup plus grands que l'Europe, un État américain peut être plus grand que plusieurs États européens mis ensemble, et là on va vraiment voir la Floride un petit peu sous tous ses états, la Floride qui peut être aride, la Floride de la mer, la Floride des étangs, la Floride des catastrophes météorologiques aussi. Sans trop vous spoiler, il y a une catastrophe de ce type qui va s'abattre sur la narratrice, qui est à mon avis extrêmement bien créée, donc j'ai trouvé vraiment que c'était pour le coup un roman d'immersion, et j'ai vraiment bien réussi à m'immerger dans l'univers présenté par Zora Neale Hurston. Donc autre classique des essais sur le racisme, la colonisation et du coup la décolonisation, lu vers la fin de mon adolescence, qui mériterait certainement d'être lu avec plus de connaissances secondaires. Il s'agit des Damnés de la Terre de Frantz Fanon. Frantz Fanon, a-t-on encore besoin de le présenter aujourd'hui, né en Martinique, au Fort-de-France, qui a fait des études de psychiatrie à Lyon, qui a combattu pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale et qui finalement a exercé en tant que psychiatre pendant de nombreuses années en Algérie, donc dans l'Algérie coloniale, et qui va s'intéresser dans cet essai à la manière dont les colonisés sont opprimés par les colons, à l'aliénation des peuples colonisés, à la façon dont la colonisation peut réellement, voilà, en tant que psychiatre, Fanon avait effectivement cette perspective, peut complètement attaquer le psyché d'une personne ou d'un peuple en entier.
et qui va également se poser des questions sur l'utilisation ou non de la violence des colonisés envers les colons. Cette œuvre a également été popularisée, est-ce une bonne ou une mauvaise chose, je ne le sais pas, par la préface écrite par Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre qui a rencontré Frantz Fanon en 1960 à Rome, si je ne dis pas de bêtises. C'est très intéressant, ils se sont rencontrés dans une chambre d'hôtel. Fanon refusait de dormir, ils ont eu un échange pendant plusieurs heures où ils étaient totalement épuisés. Simone de Beauvoir n'avait, selon les sources que j'ai lues, pas très envie d'être là, elle avait envie de rentrer et de dormir je crois, et Jean-Paul Sartre a eu cet échange avec un Fanon épuisé qui n'allait pas bien, qui est d'ailleurs mort relativement peu de temps après cet échange. Jean-Paul Sartre a beaucoup repris dans sa préface les thèses de Frantz Fanon sur la violence et l'utilisation de la violence, et c'est ce qu'il a choisi de souligner. Et du coup c'est vrai que très souvent lorsqu'on pense aux damnés de la terre, on a tendance encore beaucoup penser à la préface de Jean-Paul Sartre qui déclarait notamment que c'était une libération pour un homme colonisé de tuer un colon. Et du coup qui reprenait un petit peu ce que disait Fanon, mais le détournait tout de même un petit peu, ou le simplifiait je trouve quelque peu, puisque Les damnés de la terre c'est une réflexion beaucoup plus large sur l'aliénation des peuples colonisés. C'est une lecture aujourd'hui qu'on doit vraiment avoir, surtout je pense notre génération qui est née après l'existence officielle des colonies, et qui doit se poser forcément des questions sur pourquoi est-ce qu'il y a des pays du Nord qui sont plus riches que des pays du Sud global, pourquoi est-ce que les pays colonisés ont encore de la peine parfois à sortir de leur pauvreté aujourd'hui, à se développer, et pourquoi finalement est-ce qu'on n'est pas égaux au niveau global, pourquoi est-ce qu'il y a encore de telles différences entre nord et sud. Et Les damnés de la terre, ça va vraiment analyser les conséquences profondes de la colonisation sur un pays, sur sa société, sur ses peuples. Cela pose par exemple beaucoup de questions sur la culture. Qu'est-ce qui se passe lorsque dans une dynamique de colonisation, on a finalement dit à un pays que sa culture était médiocre, que sa culture était forcément rétrograde, que sa culture était des siècles en arrière? Est-ce qu'on peut réussir à se reconstruire d'une façon saine dans un schéma post-colonial? Pourquoi est-ce qu'il y a des guerres entre pays qui ont été colonisés? Quelle est la structure finalement sociale qu'a laissé derrière lui le colonialisme? Un livre qui a eu énormément d'influence, qui a été notamment repris aux États-Unis, encore une fois dans les années 60 et 70, notamment par les Black Panthers, qui est encore beaucoup lu aujourd'hui à l'étranger, notamment dans les universités américaines, et qui permet réellement d'en apprendre plus sur le débat sur la décolonisation, sur pourquoi c'est un débat qui existe encore aujourd'hui, et sur finalement l'impact très long qu'a eu cette œuvre de Frantz Fanon. Un livre un peu plus récent que je vous recommande vraiment fortement, que j'ai lu cet été, donc l'été 2020, il s'agit de 8 leçons sur l'Afrique d'Alain Mabanckou. Je sais pas si j'en avais déjà parlé ici ou sur Instagram, mais c'est vraiment une de mes meilleures lectures de l'année dernière. En 2016, Alain Mabanckou a été chargé par le Collège de France de la chaire de lettres, et il a choisi de dédier ces différentes leçons sur la littérature africaine. Donc ça marquait l'entrée un petit peu officielle des lettres africaines au Collège de France. C'était la première fois qu'il y avait un cours réellement dédié à ces questions. Et dans ces différentes leçons qui sont retranscrites dans ce livre publié chez Grasset, Alain Mabanckou va vraiment parler des ramifications entre littérature, création artistique et politique, et utilisation de la francophonie aujourd'hui, tout particulièrement en Afrique subsaharienne. C'est un livre extrêmement complet, extrêmement savant, qui regorge de références à plein d'auteurs et d'autrices africaines. Je le lisais vraiment en soulignant, en recourbant le haut des pages, parce que c'était des choses vers lesquelles j'avais envie de revenir, des choses que j'avais envie des auteurs et des autrices que j'avais envie de découvrir tout simplement. J'ai beaucoup aimé toutes les questions, notamment sur la francophonie, puisque c'est un sujet auquel je suis assez sensible, mais sur l'utilisation du français, sur à qui appartient le français, quel rapport avons-nous avec le français si nous provenons d'un pays qui a été colonisé par la France, où le français a été imposé en tant que langue, et où le français peut être une langue institutionnelle, mais pas forcément la langue que notre langue maternelle, la langue que nous parlons chez nous. Plein de questions sur l'identité noire en France. Est-ce qu'on peut parler d'une identité noire et homogène
dans la France, alors qu'on a plusieurs générations de personnes afrodescendantes qui viennent de plein de pays différents, qui peuvent venir des Antilles, qui peuvent venir d'Afrique. Énormément de questions vraiment très intéressantes et très pertinentes. Et ce qui m'a marqué également, c'est l'optimisme naturel d'Alain Mabanckou, qui va parler avec amour de la création artistique littéraire, que ce soit en Afrique, en France, en Europe, aux États-Unis. Ça nous ouvre vraiment tout un champ d'études extrêmement large. Donc sortez vos crayons lorsque vous lisez cette œuvre, mais je l'ai vraiment trouvée intéressante, moderne, pertinente. J'en avais entendu parler sur la chaîne d'Anastasialit qui avait présenté Alain Mabanckou, je crois, lorsqu'elle avait fait ses vidéos capsules sur la littérature africaine. Alain Mabanckou, pour le coup, est franco-congolais. Il a énormément travaillé aux États-Unis, notamment à UCLA en Californie. Je trouve que c'est une figure intellectuelle vraiment rayonnante, vraiment intéressante. Je dois vraiment continuer à découvrir son œuvre et de son fait, de son parcours entre Congo, États-Unis et France. Il y a plein de questions sur la migration, sur l'identité qui change, qui évolue, sur le rapport que l'on a, nous, à nos propres histoires de migration, de déplacement, sur comment cela impacte également la façon dont nous voyons le monde, puisque la conception d'identité noire n'est pas la même en France et aux États-Unis. Je vous recommande vraiment de découvrir 8 leçons sur l'Afrique si vous vous posez des questions sur la francophonie, sur l'identité et quel rôle elle joue dans la création littéraire, tout simplement si vous aimez la littérature et vous voulez voir les multiples façons dont elle peut être utilisée. Voilà, c'était tout pour cette vidéo qui se veut bien évidemment non exhaustive. Il y a énormément d'auteurs et d'autrices noirs à découvrir, d'auteurs et d'autrices noirs avec des visions de leur identité qui leur sont propres, qui sont éclectiques, différentes, que ce soit en France ou aux États-Unis. Alors je n'ai par exemple pas parlé de Baldwin, qui est pourtant un de mes auteurs favoris, pour la simple et bonne raison que j'aimerais faire une vidéo entièrement dédiée à cet auteur où je vous parle des différentes œuvres de James Baldwin et pourquoi vous devriez absolument le lire. Ce qui est bien évidemment mon point de vue subjectif, mais comme d'habitude j'espère que je vous ai fait découvrir de nouveaux auteurs ou de nouveaux autrices. Peut-être que vous en avez lu une partie, peut-être que vous les avez tous lus. Dans tous les cas, n'hésitez pas à m'en parler un petit peu en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu littéraire vous intéresse. Si vous avez envie de voir des mises à jour assez quotidiennes de ma part, n'hésitez pas également à me suivre sur Instagram si vous êtes sur cette plateforme. Je vous dis à très bientôt et jusque là, portez-vous bien. Bye bye!